Mercredi 26 avril 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 26 avril 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le président de la République, Patrice Talon, a procédé ce jour à la nomination de nouveaux membres au poste de ministre conseiller aux investissements. Plus de détails à venir. Hors de nos frontières, les actualités au Congo-Brazzaville, en Turquie, aux États-Unis et en Afghanistan constituent la page internationale de cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin a désormais un nouveau ministre au poste de conseiller aux investissements. Il s'agit de Olusegun Ajadi Bakari. Il a été nommé ce mercredi 26 avril 2023 au poste de ministre conseiller aux investissements par le président de la République, Patrice Talon. Une nomination qui intervient quelques jours après le remaniement ministériel opéré par le chef de l'État le 17 avril dernier. Spécialiste des transitions et banquier de formation, le nouveau ministre du gouvernement Talon, Olusegun Ajadi Bakari, fut d'abord ministre conseiller du président togolais Faure Gnassingbé. Il fut également un associé de la société Atif, puis devient le fondateur de la société M-Moto. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 26 avril 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin, à la révision du décret fixant la procédure de munici, l'exercice du droit de transition et le mode de répartition du produit des amendes et confiscations, à la nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, ainsi que de son commissaire aux comptes suppléants, au renouvellement de l'agrément de la société PEFACO Industrie Ltd pour l'exploitation des salles de jeu, à l'approbation des statuts revisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration, à l'approbation des statuts modifiés de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques, à l'attribution, composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité, à l'approbation des statuts modifiés de la Galerie nationale désormais dénommée Agence de développement des arts et de la culture et nomination des membres de son conseil artistique, dont au titre des communications, on note la contractualisation pour la maîtrise d'œuvres complètes pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS SA,
la contractualisation avec diverses structures dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois. La mise en place est suivie d'un système intégré d'information, de gestion, de l'archivage et de la communication en imagerie médicale dans les formations sanitaires du Bénin. La mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Entre autres mesures, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de la Santé et au ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons plus en images et sons dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Le 25 avril de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Encore appelée Journée mondiale du paludisme, cette journée vise à renforcer le plaidoyer de la mobilisation sociale autour des stratégies de lutte contre le paludisme. Au Bénin, le paludisme est souvent causé par la présence des gîtes lavaires, autrement dit un outil indispensable au développement de certains insectes. À ce propos, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée de Honora Agbotomin, président de l'ONG Les Béatitudes, qui nous procure quelques conseils pour faire face à ce phénomène. Des propos recueillis par Francis Farami. Aujourd'hui, à l'arrivée de la question de Covid, de VIH-Sida, beaucoup de nos populations ne savent plus aujourd'hui le ravage que fait le palu. Le palu tue plus que le sida et plus que la question de Covid. En 112 heures ou en 48 heures, c'est-à-dire pour celui qui est attaqué par le palu, peut rendre malade. C'est là surtout le véritable problème. Et ce problème par rapport à la question du palu demande à ce que nos populations prennent conscience, non seulement d'abord par rapport au taux de mortalité élevé que nous enregistrons chaque année par rapport à cette maladie dans nos centres de santé, dans nos hôpitaux. Les statistiques en ont démontré. Donc il y a lieu de conscientiser nos populations sur l'importance du ravage que fait la maladie du palu. D'abord, quand vous voulez vivre longtemps, on l'a toujours dit, il faudrait que vous vivez dans un environnement sain, que vous preniez des médecins et que vous ayez des attitudes, des comportements, avoir un corps sain si vous voulez vivre longtemps. Le problème du palu, c'est souvent la question d'environnement. Et quand vous adoptez ces comportements, que vous le veuillez ou non, c'est-à-dire que vous serez attaqué par la maladie du palu. C'est-à-dire quoi? On a toujours déconseillé aux autres hommes la question des décombres, des boîtes de conserve avec des eaux usées et l'entourage des façades des maisons qu'on doit forcément tout le temps assainir pour éviter les gîtes lavaires qui sont source de prolifération des moustiques. Et quel genre de moustiques? Et comme nous le savons tous, c'est-à-dire c'est le moustique anophèle qui donne du palu. Et pas ce que disent les gens sur le soleil, j'ai fait ceci, non. C'est surtout cela. Quelques jours après l'annonce du décès de Hospice Dagba, précédemment préfet de discipline à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, Colombe Oussou et Anel Dourou ont recueilli les témoignages du personnel administratif d'ESAE et de quelques étudiants sur l'homme arraché à l'affection de sa famille, collègues et amis le mercredi 19 avril 2023. Suivons ensemble. On a perdu un collègue, mais moi j'ai surtout perdu un mentor, un exemple, une référence, un père. Et vraiment jusque-là, c'est la tristesse, c'est la consternation. Et on prie Dieu de l'accueillir auprès de lui et de lui donner le repos éternel. Je l'appelais souvent mon oncle très très cher. J'étais surpris, je me suis dit que ce n'est pas vrai. Le préfet Hospice Dagba, c'est le préfet qu'on voit tous les matins déjà à 7h30. Il est déjà en bas à vous attendre, à voir comment vous êtes habillés, comment vous avez enfoncé les chemises.
c'est un homme vraiment très ponctuel et très rigoureux. Ça a été le choc pour moi parce que avant d'aller en congé, quand on l'a vu, il avait l'air en bonne forme et pétillant de vie. Ça m'a vraiment peiné parce que je me suis dit que une telle personnalité au sein des aïeux qui nous a quittés, c'est vraiment dommage. Il est rentré le mardi là à 19h. Elle est restée dans son fauteuil jusqu'au moment où elle a fini de préparer. Elle lui a servi à manger. Et il a mangé. Et comme d'habitude, après avoir mangé, il prend un coup de sommeil, donc il dormait. Bon, à 23h comme ça, la femme s'est dit, bon, il faut que j'aille voir mon mari. Elle a vu qu'il y a un peu de salive. C'est inhabituel. Papa, c'est terminé. Donc c'est comme ça. Il est mort donc, dans son sommeil. Nous sommes toujours dans le choc parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Celui qu'on a vu la veille, qu'on est resté, avec qui on est resté jusqu'à une certaine heure, avec qui même on a bu, qu'on revient le lendemain vous dire qu'il n'existe plus. J'ai douté. Vraiment, j'ai douté parce qu'à 8h, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit il y a quelque chose qui est passé sur un forum. Ils m'ont montré, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre, mais j'ai fini par l'admettre moi-même. Moi, je n'y ai pas cru. À premier lieu, je n'y ai pas cru. Parce que j'avais du mal à m'imaginer ne plus revoir cette tête-là. Surtout que pas plus tard la veille, lui et moi, on s'est salué, on est resté là, on a parlé, il m'a taquiné un peu parce qu'il a l'habitude de me taquiner. Je me disais, bon, j'allais profiter encore longtemps d'un tel monsieur, mais force est de constater que la nature ne prévient pas avant de frapper. Le mercredi matin, quand j'avais appris le décès du préfet, vraiment, ça m'a rendu perplexe. Et de plus, c'est un préfet qui se bat dans la maison. Quand on parle du préfet d'Agba, d'abord, ça inspire la discipline parce que c'était quelqu'un qui était vraiment attaché à la discipline au sein des AE, qui faisait régner les valeurs fondamentales qui sont présentes dans le monde de l'administration du travail. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la rigueur, qui savait nous l'inculquer et qui tenait particulièrement à ces valeurs-là. Un personnage assez rigoureux, drôle, aimant, sympathisant, qui comprend les élèves et qui est là pour les aider dans toutes choses. Il était comme un papa pour moi et sans langue de bois, je l'appréciais plus que tous les autres préfets. Parce qu'au moins, il a cette manière-là personnellement, il a cette manière-là de me recadrer. Il a l'habitude d'être doux avec moi. Quand je fais du bien, il me dit ah, enfin tu as fait quelque chose de bien. Maintenant quand je fais mal aussi, il me le dit. C'est un homme vraiment rigoureux, très endurant et travailleur. La belle preuve, on quitte sensiblement dans la même sauce. Donc tous les matins à 6h du matin, il est au bord de la voie. Parfois, on le rencontre avec mon père en quittant la maison. Tout ça pour dire, il vient assez tôt. Il ne ménage aucun effort pour faire ce qui doit être bien fait comme il le faut. Depuis qu'on a quitté Kaboma, on est à Kaboma. On a quitté Kaboma jusqu'ici. Je ne sais plus, ça doit faire au moins 8 ans. Monsieur Dagba n'est jamais venu à 7h05. Avant 7h, il est toujours debout. Et il se met au travail comme ça jusqu'au soir. Je me rappelle un matin, je suis venue en cours et je n'avais pas respecté ce point-là. J'étais venue avec des tapettes et c'est interdit à Esaü, vous le savez très bien. Donc, M. Dagba et un autre préfet avec qui il supervise généralement, ils m'ont demandé tous les deux de rentrer chez moi et de me mettre en règle. Donc ça m'a un peu piqué sur le moment, mais c'était pour la bonne cause. Comme toutes les villes, Agoué Adjigo a aussi une signification. La dite ville n'est rien d'autre que le rempart contre l'ennemi, d'où le symbolisme de la torture que le charognat ne peut enlever.
À ce sujet, je vous invite à suivre Sylvain Coissier, prêtre de Fa, pour comprendre davantage. Go à Zoli, à Go. Tu vois comme les minants avec les grosses fesses marchent là, tu vois les reines d'Abomey, tu marches avec allégresse. Avec dignité, avec fierté, tu sais que tu es une reine, tu es une princesse, rien ne peut t'arriver. Il dit, mon fils, marche comme un roi. A dit, go, rien ne peut t'arriver dans ce monde. L'ombre ne peut pas te prendre. Et puis il dit, Adigo Baba, Baba veut dire le roi. Adigo, le fils du roi du ciel. Tu es le roi du ciel. Jésus a dit quoi? Je suis le ciel. Adigo l'a dit avant lui. Bouddha dit quoi? Je suis le roi du ciel. Christ l'a dit quoi? Je suis le ciel. Peter dit quoi? Je suis le ciel. Adigo dit, je suis le roi du ciel. Rien ne peut arriver à l'enfant du ciel dans ce monde. Et il prononce le Katwaré. Papus, dans son livre de la magie occulte, dit quoi? Yod et Vo est égal à Katwaré. Adigo dit, Adigo Baba, oh Baba dit, oh et le Katwaré. Donc tu es le Père tout-puissant. Le Fils est le Père. Le Fils est dans le Père. Rien ne peut t'arriver. Et le symbolisme d'Adigo, tu verras une tortue. Sur cette tortue, tu verras la cachou. Le charognard qui mange le cadavre. Le charognard, le satanisme, les sorciers ne peuvent manger le fils d'Adigo. Tu ne peux pas prendre la tortue. Impossible. Adigo est le père de ce monde. Voilà ce que dit ce Adigo. Organisée au profit des plasticiens béninois et togolais, la résidence héritage visuel se poursuit à Lomé. À quelques jours de sa clôture, les participants ont animé, aux côtés des historiens et des sociologues, une conférence de presse sur le thème de la résidence. Occasion pour les artistes de se prononcer au sujet des objectifs et des perspectives de ce projet. Reportage signé Carles Kitoumé. Nous faisons également des recherches puisqu'il s'agit de héritage visuel. En résidence à Lomé depuis le 15 avril dernier, Hervé Vianney Atigla, promoteur de Avec Art, est comblé par la collaboration avec ses compères de résidence. Le plasticien togolais Daté Amouzou pense déjà à l'héritage qu'ils laisseront aux générations futures. C'est tout ce que nos arrière-grands-pères, nos aïeux nous ont laissé, que ce soit physique ou spirituel. Ça veut dire, par exemple aujourd'hui, ce que nous faisons ici, ça peut être héritage visuel pour les générations à venir. Ces œuvres que nous créons, demain peut-être. Coblan estime quant à lui qu'il s'agit non seulement de conserver l'héritage actuel, mais de l'améliorer au profit des générations à venir. A pour objectif d'évoluer. Donc cet héritage-là, qu'est-ce que nous apportons en plus pour que ce ne soit pas les mêmes choses. Par exemple, quand nous voyons, comment on l'appelle, les cruitors, les revenants, comme on dit, c'est pratiquement la même chose que nous vivons. C'est pratiquement ça. Peut-être que dans les danses, ils vont utiliser peut-être les nouvelles musiques qui sont là et tout ça là. C'est pas forcément la musique que les arrières, nos aïeux, tout ça là ont utilisé. Mais c'est pratiquement la même chose. Donc il y a un sens de conservation, oui. Mais est-ce que au-delà de cette conservation, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? C'est pourquoi la résidence d'artistes héritage visuel se poursuit jusqu'au vernissage du 3 mai et les artistes impliqués ont échangé autour du thème avec le public de l'Institut français de Lomé au cours d'une conférence débat le 25 avril. Hors de nos frontières, la page internationale de ce mercredi 26 avril 2023 est un condensé des actualités au Congo, Brazzaville, en Turquie, aux États-Unis et en Afghanistan. Une compilation informative de Nansérine Fatoumi. Le Congo-Brazzaville va se doter d'un centre de production et de liquéfaction du gaz naturel.
Le coup d'envoi des travaux de construction a été donné par le président Denis Sassou Nguesso près de Pointe-Noire, la capitale économique. Selon les données, ce centre va produire à partir de 2025 3 millions de tonnes de gaz par an, dont une grande partie sera destinée aux industriels locaux, aux ménages, mais aussi à l'exportation. En Turquie, dans moins de 3 semaines, le président Recep Tayyip Erdogan remettra son mandat de président en jeu dans un scrutin considéré comme crucial pour l'avenir du pays. Pour la première fois en 20 ans de pouvoir du dirigeant turc, l'opposition s'est unie derrière un candidat et semble capable de l'emporter. Cette perspective suscite d'immenses espoirs chez les prisonniers politiques et leurs proches. Aux États-Unis, les ennuis judiciaires à l'encontre de l'ancien président Donald Trump se poursuivent. Pour la 3e fois en un mois, l'ancien président est impliqué dans des affaires instruites et jugées à New York. Cette fois-ci, il n'est pas question de délit financier, mais d'un procès au civil dans une affaire de diffamation relative à un viol. La chroniqueuse et auteure Jean Carroll accuse Donald Trump de l'avoir violée. En Afghanistan, le cerveau de l'attentat suicide aux abords de l'aéroport de Kaboul en août 2021, qui avait fait au moins 173 morts, dont 13 soldats américains, a été tué par les talibans. Le gouvernement du président Joe Biden a donc lancé un appel aux proches des militaires américains tués dans cet attentat pour leur annoncer la nouvelle. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le même plaisir.